Interrogé sur l'annulation de la série The Owl House, après seulement 3 saisons, dont 2 réelles et 3 épisodes spéciaux, Disney a donné cette réponse. Je serai hanté par mes actes à jamais. Aujourd'hui, nous allons classer les personnages de The Owl House du plus gentil au plus maléfique. Je crois que j'ai envie de jouer à un nouveau jeu. Comme toujours, nous commençons par les présences les plus agréables des îles bouillonnantes, les gentils. De nombreux candidats visaient la médaille d'or, mais cette fois, nous récompensons un personnage malheureusement oublié précédemment. Flapjack, ce petit gars, était le palisman de Hunter. Et il a passé tout son temps limité à l'écran à être un oiseau absolument fantomatique. Luce l'a d'abord kidnappé par erreur, et sa tentative de le ramener provoque une attaque de la garde d'or, désormais appelée Hunter. Mais Flapjack ne le voyait pas comme un criminel de guerre, il le voyait tel qu'il était. Un gamin qui était égaré et qui avait juste besoin d'un véritable ami pour l'aider à sortir de sa coquille, grâce à une loyauté et un encouragement constant. Flapjack a révélé le meilleur de Hunter, l'a rendu plus compatissant et est devenu son fidèle ami. Oh mince, c'était vraiment un mauvais choix de mots, hein? À la fin, Flapjack a donné sa vie pour ramener Hunter à la vie après que son corps ait été possédé par Belos, le laissant au bord de la mort. Un oiseau s'est lié à un enfant traumatisé, l'a aidé à se reconstruire, puis s'est sacrifié pour lui. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse l'empêcher d'être en première place. Mais s'il y a un personnage qui rivalise avec la loyauté sans faille de Flapjack, c'est bien la maison hibou elle-même, Hooty. Qui n'aime pas Hooty? Beaucoup de gens n'aiment pas Hooty. Comment détester cette légende? C'est vrai, il est collant, dépendant, impulsif, voire agaçant si on veut être méchant. Chez Wicked Binge, nous avons une politique stricte contre toute diffamation de Hooty. Il ne comprend peut-être pas toujours bien les codes sociaux, mais tu ne trouveras pas quelqu'un de plus dévoué à ses amis que Hooty. Ce système de sécurité met sa vie en danger pour protéger Ida, King et Luz. Et ce n'est même pas en évoquant qu'il le dénigre sans cesse en l'excluant de leur plan. Il dessine sur son corps malgré son malaise. Plus tard, il se lie d'amitié avec Ida, mais seulement après l'avoir taquiné. Il faut l'admettre. Hooty, tu trouves toujours de nouvelles façons impressionnantes de me mettre mal à l'aise. Lors de la présentation du collectionneur, il reçoit un coup pour elle qui le change en coucou. Cela peut sembler anodin, mais je tiens à le signaler. Hooty ne savait pas s'il avait survécu, ni que l'homme était prêt à mourir pour protéger son ami. C'est un héroïsme que nous ne voulons pas discréditer. La pire faute de Hooty est en réalité d'être un peu imprudent dans son aide, pour laquelle nous ressentons seulement le besoin de lui remettre la médaille du centre Darwin. Elle est peut-être 2 places plus bas que la dernière fois, mais ne vous y trompez pas. Luz Nozeta n'est pas moins un véritable ange à la fin. Luz compte parmi les personnages de dessins animés les plus compatissants et altruistes. Mais ce qui la distingue dans un genre qui en compte déjà beaucoup, c'est le fait qu'elle reste une personne réaliste avec ses défauts. Luz est trop optimiste et dans tout le monde malgré les signaux d'alerte évidents. Elle est aussi impulsive, faisant tout son possible pour apprendre toute la magie qu'elle peut, de la manière qu'elle juge la meilleure, ce qui l'amène souvent à ne pas écouter les enseignants plus expérimentés, à foncer tête baissée et parfois à entraîner ses amis dans des ennuis avec elle. Mais ce qu'il faut savoir sur Luz, c'est que ses défauts s'arrêtent à peu près là, ce qui, à mon avis, est tout à fait raisonnable pour une adolescente, moralement parlant. Tout d'abord, quand elle entraîne les autres autour d'elle dans des ennuis. Qu'elle pousse Willow et Gus lors de l'entraînement à la rancune ou fasse des farces à Amity, elle assume toujours ses actes sans jamais dépasser les limites. Elle a joué un rôle clé dans le sauvetage des îles bouillonnantes contre l'empereur Belos. Nous devrions nous rappeler qu'une fille de 14 ans a sauvé tout un écosystème, ce qui est impressionnant. Bien qu'elle ait reçu beaucoup d'aide, elle a été parmi les premières à voir le collecteur comme un enfant effrayé, pas comme un méchant, et est même morte temporairement pour le sauver. Luce est une héroïne exceptionnelle et mérite une place privilégiée dans notre classement. Luce est peut-être le héros, mais ce gars est en fait le personnage clé de la série. Papa Titan, ou pour ceux d'entre vous qui n'ont pas les sous-titres, Disney plus simplement le Titan. C'est ça, le Titan. Celui dont le corps a créé les îles bouillonnantes et offert la magie à ses premiers habitants. On ne vous reprocherait pas de croire que le Titan était une force intimidante, vu comment Belos a utilisé son image pour contrôler l'île. Mais il s'avère que le Titan est juste un type cool, le genre de gars que tu verrais envahir ton fil d'actualité Facebook pendant des semaines entières. Papa Titan était l'un des derniers titans restants qui a défendu son peuple contre le collecteur. Finalement, il n'a pu protéger que son fils, King. Il a par erreur emmené le collecteur dans le royaume intermédiaire, ignorant que celui-ci était ami avec les titans. Pourtant, même en étant obligé de voir son fils grandir de loin, il a donné à Luce le pouvoir nécessaire pour vaincre Belos définitivement, devenant ainsi essentiel au final. Il a offert à son fils un dernier jeu de mots sur le pain pour conclure avec le sourire, prouvant qu'il restait un excellent père, même de très loin. Vient ensuite Reine Murmure, chef du Coven des Bardes et vieille amie d'Ida, fervent défenseur de la magie sauvage. Tous deux voulaient un monde plus libre pour les sorciers, mais Reine opta pour une voie légale,
devenant sorcière en chef du Coven des Bardes et fondateur ainsi que chef des Bardes contre le trône. Bardes contre le trône. Il compte saboter le gouvernement pour libérer les sorciers refusant d'intégrer un Coven. Alors que le danger du jour de l'unité s'accentuait, Ren redoublait d'efforts. Non seulement Ren a fait semblant d'être sous emprise pour essayer de protéger Ida de tout ce drame, mais il a aussi utilisé ses derniers instants de conscience, le jour de l'unité, pour couper le bras infecté d'Ida afin de lui sauver la vie, tenant ainsi une promesse faite à un enfant spécial. Ren est un justicier qui n'a jamais abandonné une cause importante, même quand les choses sont devenues vraiment difficiles, et cela lui vaut beaucoup de respect de notre part. Je suis tout simplement trop forte. Passons maintenant à la première amie de Luz, à Exide, Willow Park, une fille douce et réservée avec un cœur en or. L'arc de Willow traite de la reconquête de la confiance en soi. Une confiance qui lui a été lentement mais sûrement arrachée par un manque de talent et une meilleure amie à contre-cœur traîtresse. Je dois décevoir ma professeure. Mais qu'elle a heureusement retrouvée au fil de la série. Après avoir rencontré Luz, elle s'ouvre, devient une athlète et une puissante sorcière des plantes. Elle aide à arrêter l'empereur Bélos et agit comme une amie fiable pour les personnes qui l'entourent. Le principal reproche à Willow est qu'elle privilégie parfois les autres au détriment de ses propres besoins. En réalité, cela accentue sa gentillesse. Lorsqu'elle a rencontré Gus et l'a aidé lors d'une crise de panique, elle a appris des techniques de respiration que Gus enseignera ensuite à Hunter. Le spectacle continue avec Gus Porter dans notre prochaine rubrique, ce garçon qui a bien grandi, vous savez, la puberté, est le meilleur ami de Luz et Willow, et il est tout aussi bienveillant et serviable. La loyauté de Gus envers ses amis est son principal trait, ce qui le rend souvent exploité par sa confiance. Exemple, la crise de panique causée par des brutes qui l'ont forcé à faire leurs devoirs. Et le monde magique, qui méprise généralement les illusionnistes, les intolérants, il est un peu complexé par rapport à sa magie, mais il fait tout ce qu'il peut pour aider les autres. Il est aussi très indulgent, étant le premier du groupe X à devenir un bon ami avec Hunter, après l'avoir aidé à traverser une crise d'anxiété similaire à celle qu'il avait lui-même vécue. Il est parfois impulsif et dur, comme quand il a trompé Luz sur la levée de son interdiction à Exide pour prouver sa valeur au club. Il est clair que ce gars ne ferait pas de mal à une mouche. En effet, Gus, c'est le plus intelligent d'être le meilleur. La mère de Luz, Camila Noceda non plus, malgré ce que certains fans prétendent. The Owl House présente toutes sortes de parents, allant des excellents aux absolument horribles, et Camila fait partie des meilleurs. Ayant été une enfant étrange, Camila a toujours défendu sa fille face au manque de respect des autres. Elle a finalement envoyé Luz à l'école d'été à cause de ses nombreux problèmes. Même si ce n'était pas la meilleure décision, c'était la seule option qu'elle connaissait alors. Surtout étant donné que, tant elle que Luz avaient du mal à surmonter la mort du père de Luz, au final, elle finit par s'excuser de ne pas avoir accepté Luz telle qu'elle était. Elle combat aussi Bélos avec elle dans le royaume des démons, malgré l'absence de pouvoir magique. C'est de la parentalité engagée, elle mérite plus de reconnaissance. Un mot sur les plus jeunes des îles bouillonnantes s'impose. Comme Braxas, il est remarquable pour être... Au revoir, mademoiselle Amity, merci. Tu sais, hein, cette scène résume tout sur lui. Rarement un personnage m'a rendu à la fois aussi attaché, mal à l'aise et hilar. Merci Braxas. D'un garçon à son conteur préféré, voici Amity Blight. Au départ, elle incarnait la fille méchante classique, snob, condescendante, impolie et avec un gros complexe de supériorité. Même si expliquer n'est pas justifié, rappelons qu'Amity a eu une enfance difficile. Elle avait un père qui la négligeait émotionnellement, une mère qui l'abusait émotionnellement et qui l'utilisait littéralement comme un punching ball pour son empire. Nous y reviendrons plus tard. Elle a même dû couper les liens avec sa meilleure amie d'enfance, Willow, jugée pas assez talentueuse pour côtoyer des familles plus raffinées. Finalement, Amity surmonte son passé et devient quelqu'un de remarquable malgré ses origines. Non seulement c'est le genre de fille qui fait du bénévolat pendant son temps libre, comme lire des histoires aux enfants à la bibliothèque, mais c'est aussi le genre de personne qui finira par s'opposer à l'injustice. Jusqu'au bout, elle risque sa vie pour protéger. Lude Gromété s'est réconcilié avec Willow, a rompu avec ses harceleurs à Exide et joué un rôle clé dans la chute de Bélos. À la fin, c'est l'un des meilleurs arcs de personnages dans une série qui regorge d'arcs de personnages incroyables. Donc Amity a mérité une place assez élevée, malgré un début plutôt bas. On va aussi lui donner la médaille du centre perdu parce qu'elle a complètement changé d'avis sur Luz. Du « je vais te tuer » au « je vais t'embrasser ». La transition s'est marquée chez elle, après la copine de Luz, sa meilleure amie. Ici nous avons le prochain résident de la fameuse maison Hibou, King Clawthorne. Bien qu'il ait été difficile de s'habituer à la voix de Bill Cipher sortant d'une boule de poils loufoque, King a vite conquis tout le monde. Au début, il croyait être le roi des démons légendaires, dépouillé de sa couronne et réduit à une adorable coquille de lui-même. Ce qui, jusqu'à présent, tournait essentiellement autour d'obtenir autant d'éloges, de peur et d'autres formes de révérence qu'il pouvait. Que ce soit aussi anodin que de recevoir des offrandes lors d'une convention, ou aussi extrême que de s'emparer de force d'un toboggan de terrain de jeu,
ou de donner vie à des pluches, juste pour les malmener dans un camp d'entraînement. King reçoit une médaille du Centre des paresseux pour son amour du sommeil, des encas et d'être servi. Heureusement, ces jeux sont le pire qu'il puisse faire. Excusez-moi, c'est un moment important. En réalité, cette adorable coquille de ce qu'était autrefois King était en fait son vrai lui. King traverse une crise d'identité en découvrant qu'il n'est ni roi des démons, ni même un démon, ce qui l'oblige à repenser ses priorités. Quand on croit que King est le titan, il réalise qu'il ne veut pas être craint comme un chef impitoyable. Le petit gars ne voulait pas de sacrifice, juste de l'amour, de l'attention et découvrir qui il veut être. Au fil de la série, King prend de plus en plus conscience de qui il veut être et devient plus attentionné et altruiste envers les autres. N'oublions pas son rôle dans les derniers épisodes, où il risque sa vie pour s'assurer que Luz puisse retourner dans le monde des humains. Il a été parmi les premiers à dire que le Collector est un enfant effrayé, pas juste un méchant. Titan Junior est vraiment un excellent personnage, et on aimerait le placer plus haut. Mais vous connaissez l'histoire, crime de guerre animalier et tout ça. D'un acolyte emblématique à un autre, voici Owlbert, le palissement d'Ida, connu pour sa discrétion. En fait, ce n'est pas un homme et il ne dit aucun mot. Albert est juste, c'est Albert. Il aide Ida en tout et montre sa propre volonté. Bien qu'on ne puisse vraiment rien dire de mal sur Owlbert, on ne peut pas non plus dire qu'il est plus héroïque que les personnages qui le précèdent dans la liste. Alors le voilà, debout ou perché. La dernière des résidents originaux de la maison Hibou, la célèbre sorcière sauvage Ida Clothorn, arrive ensuite. Ida est la grande Kulstan de la maison Hibou. Tu as l'air plutôt familier. Non, ce n'est pas le cas. Sors de distraction. Je suis la figure parentale permissive durant les vacances d'été pour les personnages principaux. Bien qu'hors-la-loi, Eda est en réalité du bon côté. Ce n'est pas une vraie hors-la-loi. Pas pour des crimes de guerre horribles ou quoi que ce soit, mais simplement parce qu'elle ne voulait pas rejoindre un coven, ce qui, avec le recul de l'histoire, s'est avéré être absolument la bonne décision à prendre. Eda peut sembler égoïste et distante, mais ce n'est pas par cruauté, plutôt pour éviter de blesser autrui. Maudite par la bête chouette, elle reste marquée par le traumatisme d'avoir griffé accidentellement l'œil de son père. C'est une raison valable d'être asociale, et cela explique son affinité pour le sang de pomme, pour lequel elle recevra la médaille du centre de la gourmandise. Aussi turbulente qu'Eda l'a toujours été, Tu veux mon conseil? Entre et frappe le premier élève que tu vois. elle privilégie les autres et agit pour le bien commun. Il l'a protégé bébé roi, puis a accepté la demande de Luz qu'elle apprenne la magie à Exide pour se faire sa propre opinion. Il y a même eu ce moment où elle s'est rendue lors du duel contre Lilith pour rejoindre la confrérie de l'empereur. Ce qui, oui, on y reviendra. Pour l'instant, parlons de Vi. Vi n'a pas vraiment beaucoup de temps sous les projecteurs, ce qui est dommage parce que son intrigue secondaire est en fait super intéressante. Le basilic est une créature capable d'aspirer la magie des autres êtres vivants. Après une vie entière à endurer des expériences torturantes, aux mains de qui d'autre. Mais Bélos, Vi s'est échappé dans le monde des humains et s'est transformé en sosie de Luz. À la grande consternation de cette dernière, heureusement, une fois que toute son histoire est expliquée, l'usurpation d'identité de Vi devient beaucoup plus compréhensible, même pour sa propre victime. Elle aide beaucoup le groupe contre Bélos dans la dernière saison. Finalement, elle n'a pas fait assez de tort pour mériter une place inférieure, malgré ses erreurs. Nous avons placé le gardien d'or, Hunter, plus haut cette fois, car il est l'un de nos favoris. Hunter a eu l'un des arcs de rédemption les plus marquants de la série, étant d'abord présenté comme le bras droit de Bélos en saison 2. Hunter a rapidement montré qu'il était bien plus complexe qu'il n'y paraissait, surtout grâce à son lien adorable avec Flapjack. À partir de ce moment-là, on commence à en apprendre davantage sur Hunter. On découvre qu'il a été élevé par Bélos, ce qui l'a rendu vulnérable à la manipulation émotionnelle. Nous avons découvert que Hunter était un clone du frère de Bélos, n'étant qu'un outil pour son père adoptif. Enfin, on découvre surtout que Hunter redoute, pour une raison inconnue, de décevoir Bélos. Même en doutant de sa bonté, je me demande pourquoi. Qui craindrait Bélos ? Ha 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 ha. Pour faire court, voici ma tombe. Je vais t'en faire une aussi. Heureusement, avec la puissance de l'oiseau-navire et bientôt de l'amitié de son côté, Chasseur finit par voir la lumière. Avec l'aide de Luz, il découvre la véritable nature de Bélos alors qu'il est dans son esprit. Et même s'il est tout à fait horrifié par cette révélation, il s'en sort tout de même. Déterminé à s'améliorer et à aider son entourage, il se lie d'amitié avec Gus après avoir touché le fond et trouvé refuge à Exide. L'équipe finit par l'accepter et Hunter aide à vaincre Bélos. C'est un arc de rédemption émouvant pour un personnage qui aurait pu sombrer davantage. Les adolescents tourmentés qui trouvaient la rédemption vont souvent de pair avec une bonne animation. Il est même devenu fabricant de palissements en l'honneur de Flapjack. Quel tendre! Darius et Eberwolf vont toujours ensemble, donc ils trouvent naturellement leur place à cette position suivante. Bien qu'ils fassent partie des nombreux, très nombreux, coupables d'avoir travaillé pour l'empereur Bélos, il faut noter qu'il faisait aussi partie de ceux qui soupçonnaient que quelque chose n'allait pas chez lui. Darius en particulier marque beaucoup de points, c'est sûr.
Il semblait d'abord être un méchant, vu sa volonté d'enlever Ren et d'éliminer apparemment toute personne qui se mettait en travers de son chemin. Il s'est révélé ensuite qu'il complotait contre l'empereur depuis le début, après avoir vu l'empereur tuer l'ancien garde doré. Ces deux-là jouent un rôle clé dans l'arc de rédemption de Hunter, l'encourageant à devenir une meilleure personne grâce à une forme d'amour exigeant. En gros, ils agissent comme l'oncle Hiro pour son Zuko. Ce qui confirme leur place dans la catégorie des gentils, c'est leur dévouement à protéger le trône contre les sorcières corrompues qui veulent le renverser pour elles-mêmes. Comme montré dans le final, ils veillent à empêcher le retour d'un autre Bélos. Mentionnons rapidement Monsieur et Madame Clawthorne, parents d'Eda et Lilith. Malgré le lore riche autour d'elles, leurs parents apparaissent peu. Nous savons seulement qu'ils sont des parents décents et soutenants, mais imparfaits. Leur principal mérite est d'être des membres décents de la société, œuvrant parfois pour le bien commun. Leur principal défaut fut de négliger les besoins émotionnels de leurs enfants, ce dont ils s'excusent ensuite. Donc pas grand-chose à dire. De 2 personnages secondaires à un de plus. Vinay arrive, surtout connu pour avoir rejoint Luz à Exide lors de son premier jour dans la filière de retenue, supprimée après quelques bêtises magiques. Elle a ensuite été placée dans la poubelle de recyclage du Principal Bump, une filière où les fauteurs de troubles sont traditionnellement exclus de l'apprentissage de la magie. Vinny, déterminé à poursuivre ses études, étudiait secrètement avec ses camarades et aidait à protéger l'école d'un basilic sauvage. C'est un des personnages qui aurait mérité plus de temps à l'écran, mais d'après ce qu'on a vu, elle rejoint la liste des délinquants au grand cœur de la série. De même, on trouve les aînés d'Amity Edric et Emira Blight. On aurait pu croire qu'ils étaient vraiment idiots au début, car c'est ce qu'ils étaient lors de leur première apparition dans la série. On les voit faire des farces à Amity sur son lieu de travail, alors que c'était la première fois qu'Amity montrait une nuance différente du stéréotype de fille méchante. Et cela culmine finalement avec eux qui essaient de lire son journal intime et de le publier en ligne, pour transformer un péché grave en quelque chose d'encore pire. Ils entraînent Luz là-dedans malgré ses réticences, et lui en rejettant la faute. Heureusement, ils s'excusent pour cela lors de leur prochaine apparition. Et à partir de là, lorsqu'ils réapparaissent, ils donnent généralement l'impression d'être de bonnes personnes, prêtes à aider les autres, de toutes les manières possibles. Taquiner, c'est à peu près le pire qu'on puisse attendre de ces deux-là, donc ils ne perdront pas trop de points. À la fin des gentils, il y a le Principal Bump, directeur de Exide. Au début, Bump représentait la zone grise. Sérieusement, vous ne vous souvenez pas de cet épisode où il ne faisait que crier « zone grise » en boucle pendant 22 minutes? Non, c'était peut-être juste trop de sang de pomme. De toute façon, Bump devait vraiment se détendre au début. Encore 300 ans avant la retraite. Sa gestion de la retenue lui coûte le plus de points, car il met ses élèves à l'écart, soit en les conditionnant dans une fosse de retenue, soit en les plaçant dans une filière sans droit d'apprendre. Malgré de graves erreurs, Bump reste un bon gars pour une raison. Il tient à ses élèves. Il a reçu la statue la plus prestigieuse de Exide pour avoir risqué sa vie. Pour le jour de l'unité, il a offert un abri et protégé les élèves. De toutes les manières possibles, même dans sa jeunesse, alors que son poste n'était pas encore totalement défini, il semblait déjà se soucier sincèrement du bien-être de ses élèves. Forcé d'accompagner Eda à Ifwat, il était prêt à se rebeller contre Terra Snapdragon, soupçonnant ses épreuves trop dangereuses. Il termine la série en tant que jardinier paisible, ce qui, honnêtement, est un repos bien mérité. Plus que 296 ans avant la retraite complète. De même, à peine qualifiée de personnage positif, on retrouve la sœur d'Eda, Lilith Clawthorne. Lilith, contrairement aux autres personnages entièrement bons, a probablement le casier judiciaire le plus discutable de notre liste. Adolescente, elle a saboté les chances de sa propre sœur d'entrer dans la confrérie de l'empereur, ce qui a eu pour conséquence que cette dernière a été maudite pendant des décennies après coup. À son crédit, Lilith a effectivement passé du temps au sein de la confrérie. Elle espérait être récompensée par la guérison de la malédiction d'Eda. Mais cela n'aurait pas été nécessaire si elle ne l'avait jamais maudite. Lilith est classée dans une bonne catégorie car elle a vraiment tout fait pour se racheter. Elle présente de sincères excuses à Eda et aide Luz à la sauver de la congrégation de l'empereur. Malgré son ancienne dévotion, elle a été ravie de les combattre avec sa famille après avoir compris leur véritable méchanceté. Mais la meilleure action de Lilith est la suivante. Nous n'avons probablement même pas besoin de dire qu'elle est la première personne à avoir vraiment traité Uti comme un ami, et nos cœurs seront à jamais réchauffés par ses actions. Out. Cette catégorie offre moins de douceur et plus de « oh là là », c'est la zone grise. Parlons d'abord de la passionnée locale de Palisman des îles Bouillonnantes, la reine chauve-souris. Sa première impression n'était pas excellente. Laisser ses enfants sous la garde d'Eda, sans la prévenir à l'avance, était un geste un peu risqué que je pense que nous aurions tous dû remettre en question. Un peu plus. De la chair fraîche. Quoi qu'il en soit. Elle compense cela par le fait qu'elle est une figure altruiste et attentionnée dans l'ensemble, étant elle-même une palismande abandonnée. Ou serait-ce plutôt Palace Femme ou quelque chose comme ça? Elle prend soin des autres qui ont été abandonnés, ne les rendant à leurs propriétaires que lorsqu'ils prouvent qu'ils sont dignes de confiance. Parfois excessive, elle travaille bien et a de bonnes intentions, ce qui lui assure une bonne place dans notre classement. Je ne sais pas pour vous, mais Tinelanosa me semble un peu familière. Pierre,
C'est encore pire que quand ma tête a été rétrécie et transformée en personnage récurrent dans Luz Houseville. En réalité, elle n'est dans la zone grise que parce qu'elle fait partie de ces personnages qui ne font pas grand-chose, ni de bien, ni de mal. C'est une excellente auteure, puisque Pignette a laissé Luz et King tranquilles après avoir lu son brouillon. Elle profite de la vie, sans oublier son dévouement à sa conviction que le monde est un triangle. Je crois que le monde est un triangle. Au moins, elle fait preuve de créativité. En parlant de créativité ensuite, nous avons le collecteur. Ce gamin a vraiment fait forte impression, semblant anéantir Bélos d'un seul coup, après avoir enfin été libéré. Il est étrangement terrifiant, avec l'esprit d'un enfant et les pouvoirs d'un dieu, transformant humains et sorciers en marionnettes pour en faire des jouets. Mais comme Luz et King le pensaient, le collectionneur n'était pas un vrai méchant, juste un enfant seul, cherchant un ami. Et il ne comprenait pas vraiment le mal que ses actions causaient aux gens. Cela se confirme quand Luz lui enseigne l'amour et le pardon, qu'il utilise contre Bélos. « Oh non, s'il te plaît, ne fais pas ça, mon Dieu !» Lorsque Luz meurt temporairement pour le sauver, le collecteur est horrifié par le fait que ses actions ont des conséquences. Ce qui fait vraiment de lui le personnage le plus attachant de la série et l'amène à avoir un arc de rédemption vraiment génial. Elle sauve ses victimes marionnettes et aide à vaincre Bélos définitivement. Ensuite, Salty, le capitaine chasseur de primes de la saison 2. Cette vieille canaille des mers, créature mi-morse, mi-oiseau, ne soit pas un fardeau. Ne sois pas un fardeau, petite crevette. C'est un des personnages travaillant pour le garde doré. Il ressemble un peu à la reine chauve-souris dans le sens où il est bien plus gentil qu'il n'y paraît au premier abord. Bien qu'il ait sous-estimé Luz au début, il a été prêt à admettre qu'il s'était trompé à son sujet. Après avoir prouvé sa force et son dévouement, il a aidé elle et le groupe à chercher la vérité sur le Titan une fois leur mission terminée. Salty est simplement un gars ordinaire qui fait son travail. Donc malgré le fait que son travail implique parfois des tâches sales, nous ressentons le besoin de lui accorder une place relativement élevée. Car les choses deviendront plus ambiguës en abordant les cas plus douteux de la zone grise. Ensuite, il y a le père d'Amity, Alador Blight. Je reconnais d'abord qu'il est clairement le meilleur parent d'Amity. Je reconnais que cela ne signifie pas grand-chose vu la concurrence, même si Alador a une rédemption correcte dans la saison 2. Il aide les enfants à vaincre l'empereur Bélos une bonne fois pour toutes, allant même jusqu'à s'opposer à sa femme autoritaire pour y parvenir. C'est trop, même pour toi. Cela n'efface pas toutes ses erreurs passées. Avant qu'Amity ne lui reproche sa négligence à force de trop travailler au lieu d'être avec elle. Alador avait peu de réserve face aux décisions parentales abusives d'Odalia, allant de forcer Amity à rompre des amitiés proches, à l'utiliser carrément comme cobaye pour tester leurs abominations de sécurité. Qu'il les ait approuvées ou non, il les a laissés se produire et cela a causé beaucoup de tort à sa fille. Stupide, Alador, stupide. Il est vraiment devenu une bien meilleure personne, et ce, dès qu'il a compris à quel point Bélos était horrible. Cela lui a donné le courage de s'opposer à sa femme et d'aider le bien. Même s'il a montré qu'il était un homme et un père correct, il doit encore beaucoup faire pour se racheter. Comme l'a dit Amity, c'est un début. Le câlin partagé à la fin de la série montre qu'il est sur la bonne voie. Son nom complet est Matt Tolomul, mais vous pouvez l'appeler Matolomul ou Mantolomul. Oui, ici attendez, c'est cool. Matt, autrefois un des plus grands crétins de Exide, est devenu plutôt sympa. Parce que vous êtes des losers. Même s'il a d'abord tenté de prendre la place de président du club d'appréciation des humains à Gus, il a montré sa valeur en aidant Gus à affronter leur harceleur aux ruines du miroir magique. Et il aide même à nettoyer à partir de ce moment-là, devenant ainsi un bon ami de Gus au passage. Bien qu'il soit toujours un égocentrique et un vrai ringard, il est bien plus gentil qu'avant. Il accueille ceux cherchant refuge à Exide, les traite avec soin et respect, tout en continuant à se vanter. Quelle ambiance! As-tu déjà eu le moindre doute dans ton esprit? À la fin de la zone grise, parlons des gardes de la confrérie de l'empereur, ou sbires génériques. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ces types, si ce n'est qu'ils sont plus qu'heureux d'exécuter les ordres de Bélos, peu importe à quel point ils peuvent être violents et impitoyables. Certains, comme Steve, sont moins unidimensionnels, mais la plupart suivent un puissant qui les paie probablement bien. Il existe des méchants plus intéressants à évoquer, inutile de s'attarder sur ces anonymes. Le suivant l'est aussi. Le soldat nouveau est un personnage oublié par la plupart, sauf Houti. Mais quand le roi a animé des pluches, juste pour les soumettre à ses ordres, dans un pseudo-camp d'entraînement. Il me semble que tout le monde savait que c'était une très mauvaise idée. Finalement, tout se retourne contre le roi, quand le nouveau, ici présent, complote pour se révolter contre lui et inverser la situation. Et même si deux torts ne font pas un droit, je serais vraiment en colère si je devenais conscient. Juste pour être utilisé comme un service de livraison de snacks gratuit, surtout sans même avoir le droit d'en goûter un seul. Cela conclut la zone grise que nous avions. La bête chouette, manifestation de la malédiction d'Ida, était un fléau chaotique pour son corps et son esprit. Parfois, elle la contrôlait totalement, la rendant méconnaissable, sans souvenir d'avant. Ida, enfant, a accidentellement griffé l'œil de son père, ce qui a fortement entravé sa capacité à créer des liens. Des années plus tard, tout cela semble être des choses assez claires, mauvaises, voire maléfiques, n'est-ce pas ?
Mais il s'avère que la bête chouette, tout comme Ida, voulait simplement être libre. Une fois qu'elles se comprennent un peu mieux, Ida parvient à utiliser sa malédiction comme une puissante bénédiction. Cela l'aide durant la dernière saison, même si la bête aurait pu lui faciliter le passage en mode harpie. Nous avons fini les personnages encore purs. Voici ceux qui vont du mauvais au maléfique. D'accord, j'admets que cette description pour cette section était un peu dure. Tout comme Boscha, qui était à l'origine l'une des satellites d'Amity, Boscha a été rejetée de sa vie, tout comme le reste du mépris d'Amity envers les autres. Elle ne connaît pratiquement aucune évolution de personnage tout au long de la série, restant une fille méchante qui ne sert qu'à lancer des remarques sarcastiques et désagréables aux autres personnages. La seule véritable qualité rédemptrice qu'elle possède, c'est qu'elle se soucie de ses coéquipiers. Et même si c'est appréciable, même les idiots peuvent se soucier de leurs amis tout en restant des idiots. Nous commençons ce top 10 avec Jacob Hopkins. Même sans être aussi mauvais que les autres, Jacob reste tout aussi désagréable. Les théoriciens du complot dans l'animation forment un groupe varié, allant d'Okarun et Deep Membran à Monsieur Crocker et Jacob Hopkins. Hopkins ne veut pas sauver l'humanité des sorcières, mais obtenir gloire et honneur en prouvant ses propres illusions. Et pour enfin faire vérifier son compte YouTube. Je vais révéler tes plans ignobles sur YouTube. Le gars n'a pas l'air de vouloir vraiment faire de mal à qui que ce soit, cependant. Et il est convaincu que les sorcières veulent récolter des dents humaines pour leur machine à voyager dans le temps magique. On va donc appeler ça une plaidoirie pour folie et passer à autre chose. Ensuite, voici le méchant emblématique de la série. Moi, évidemment. En parlant de l'infâme T-Balls, honnêtement, la seule façon de le décrire, c'est un mélange entre Gideon de Gravity Falls et Wario. Il semble sympathique et inoffensif, mais ne vous y trompez pas. Ce cochon est un escroc prêt à tout, de la contrefaçon à arnaquer Eda pour voler King, juste pour gagner de l'argent. T-Balls mérite la médaille du centre de l'avidité pour son obsession de l'argent. Et même si on doit respecter sa détermination, on n'est pas obligé de respecter le fait qu'il soit prêt à mettre des enfants en danger par vengeance pour avoir menacé ses moyens de subsistance. Mais si tu peux le croire, ce n'est même pas suffisant pour lui permettre d'entrer dans notre pire top 10. Suit ensuite Adrian Gray Vernworth, chef du Coven des illusionnistes et disciple dévoué de l'empereur. Dès sa première apparition majeure, Adrian révèle immédiatement le type de crétin qu'il est. Il a tenté de tromper les élèves de Exide pour qu'ils rejoignent les Covens avant le jour de l'unité, bien qu'il soupçonnait déjà un problème. C'était vraiment un travail médiocre. Dans l'épilogue, il a été montré comme l'un des nombreux sorciers corrompus essayant de réclamer le trône et de ramener les beaux jours de Bélos sous les projecteurs, montrant qu'il était plus que prêt à risquer d'innombrables vies pour s'emparer du pouvoir pour lui-même. Il n'est pas plus bas uniquement parce qu'il n'est pas aussi mauvais que les autres personnages restants. Ensuite, nous avons une autre chef corrompue du Convent, Terra Snapdragon, à la tête du Convent des Plantes. C'est une autre fidèle adepte de Bélos. Elle est prête à tout pour conserver son pouvoir. Elle n'a pas même lavé le cerveau de Rain avec un thé magique pour le contrôler, ou du moins le croyait-elle. Terra est pire qu'Adrian selon nous, car elle a un passé encore plus long à terroriser de jeunes sorcières. Quand Eda était à Ifwat à Exide, Terra a obligé les élèves à se battre après leurs examens déjà réussis. Elle a même refusé de donner des rubans à quiconque pour leur performance, mettant en péril leur éducation. Sauf pour Ren et Eda, à qui elle a promis d'intercéder. Comme Adrian, elle a tenté de prendre le pouvoir après la chute de Bélos. Vu ses actions passées, on peut affirmer sans risque qu'elle n'aurait pas été meilleure chef. Juste en dehors de notre bottom 5, nous avons Bill et les piégeurs de Titans. Mis à part leur nom rappelant un groupe de métal des années 2000, ces gars n'ont rien de vraiment intéressant. Ils prennent King sous leur aile, pensant qu'ils partagent leur culte, une organisation qui sacrifie chaque titan aux collectionneurs. Le meurtre de masse est déjà très grave. Mais ce qui rend la chose encore pire dans ce cas, c'est qu'ils commençaient vraiment à considérer King comme un enfant symbolique du groupe. Pourtant, ils étaient quand même prêts à comploter pour le tuer purement et simplement, alors qu'ils savaient par expérience qu'il ne leur voulait aucun mal. Ils pensaient sincèrement que les titans étaient très dangereux, surtout à cause de la tromperie de Bill. Aucune paranoïa ne justifie le bain de sang causé par ce groupe, ni leur retournement rapide contre King. Il n'a peut-être été un méchant qu'une seule fois, mais Pignette était suffisamment mémorable pour mériter une place malgré tout. Ce serpent, ou plutôt lézard, a vite conclu un accord avec le nouvel auteur célèbre King, espérant beaucoup de son futur travail. En réalité, s'attendre à signifie ici exiger sous peine de mort. Quand King veut abandonner, Pignet révèle sa vraie nature en l'emprisonnant dans un champ de force mortelle, s'il n'écrit pas une bonne suite. Et lorsque King révèle que son partenaire d'écriture était nécessaire pour accomplir la tâche, Pignette n'a eu aucun problème à la kidnapper. Il est passé de menacer d'écraser un enfant à deux. La seule raison pour laquelle il a cédé, c'est parce qu'il était plus impressionné par l'écriture de Noza, donc on ne peut même pas lui accorder de points pour ça. Le plus grand mérite que Pignette puisse avoir, c'est qu'il n'est pas aussi mauvais que Kikimora, la femme de confiance de l'empereur Bélos, ou plutôt son petit orteil gauche. Malgré son désir de plaire à l'empereur et de gagner ses faveurs. Le travail acharné de Kiki n'a jamais vraiment été apprécié.
au point qu'elle détestait visiblement tous ceux qui obtenaient des postes plus élevés qu'elle, en particulier les gardes d'or. Kiki mérite une médaille de centre nota bene pour son attitude, qui vise uniquement à obtenir le pouvoir par tous les moyens. L'arc de Kikimora est d'autant plus douloureux qu'elle avait un potentiel de rédemption. Plus en la réconfortant, l'a convaincue de rejoindre le camp du bien. Mais cela est finalement tombé à plat lorsqu'elle a vu une opportunité de se faufiler à nouveau dans le cercle rapproché de Belos, et cela aussi a échoué. Quand Belos lui a dit de partir et de demander à Hunter une tombe, Va trouver un trou où tu pourras dépérir. à chaque fois, elle aurait pu cesser de s'obséder pour le pouvoir, mais elle a refusé car elle était déjà allée trop loin. C'est nul, mais elle a choisi, faisant d'elle un personnage très maléfique et un excellent antagoniste secondaire. Je l'admets, je déteste vraiment la placer plus haut que la dernière fois. Mais la médaille de bronze du mal revient à Odalia Blight. Elle n'est peut-être pas une super méchante comme les piégeurs de titans ou Kiki, mais on ne peut sous-estimer à quel point Odalia est horrible. Elle maltraite régulièrement ses enfants et son mari, et place sa société au-dessus de tout le reste. Tout cela dans le seul but de les maintenir au sommet. Lorsque l'empereur Belos est démasqué comme un véritable monstre, Odalia ne montre toujours aucune hésitation à lui vendre ses produits, prouvant que pour elle, les gens ne sont vraiment que des marchandises, et malheureusement cela s'étend même à ses propres enfants. Un détail que je n'ai pas vu beaucoup de gens mentionner à son sujet, c'est qu'Odalia punit littéralement Amity en la forçant à servir de sac de frappe pour les abominations de sécurité de son entreprise. Je veux dire, elle le dit littéralement clairement, et c'était simplement parce qu'Amity avait eu des résultats médiocres à l'école. Pour Odalia, le statut est primordial, donc la médaille du centre de la fierté lui revenait parfaitement. Contrairement à Kiki, Odalia n'a aucune qualité sympathique, ce qui en fait un choix évident pour le bas du classement. Mais nous avons oublié un monstre particulièrement mémorable la dernière fois. Gromété, le porteur de peur, est notre finaliste du mal, bien qu'il n'apparaisse que dans un épisode. Sérieusement. C'est un monstre qui manifeste littéralement les pires peurs de son adversaire, et qui sort une fois par an pour tenter de s'échapper de sa captivité et répandre la peur dans les allées. On ignore tout des origines et motivations de Grom, sauf qu'il agit une fois par an depuis longtemps. Il gagne en puissance et l'utilise pour se battre contre un enfant littéralement choisi au hasard, pour savoir s'il peut agir ou attendre l'an prochain. Sérieusement, il faut passer à autre chose. Je ne pense pas avoir jamais entendu un meilleur argument pour la médaille du centre de la colère. La seule chose qui empêche Agrami ici de prendre la première place, c'est ça. Nous ignorons toujours ses origines. Plusieurs membres de la maison Hibou, dont Hunter, Eda et Lilith, ont été brièvement transformés à cause d'une manipulation extérieure. Qui peut dire que Grom est différent? Sans lui, on n'aurait pas eu la danse animée entre Luz et Amity, il mérite donc un peu de crédit. Si tu veux la vraie raison, Gromété est clairement le personnage le plus maléfique. Avec un antagoniste aussi vil qu'Empereur Belos, il était difficile de ne pas lui donner notre médaille d'or du mal. Belos est un véritable monstre dans tous les sens du terme. Ironiquement, pourtant, il était autrefois un gars ordinaire, plus ou moins. Philippe Whitban, chasseur de sorcières, fut élevé dans une culture craignant toute forme de magie au début des années 1600. Suite à des manigances liées au sang du titan, il s'est retrouvé piégé chez les démons avec son frère, tombé amoureux d'une sorcière. Alors Philippe l'a pris personnellement et a fini par tuer son frère sous l'effet de la rage, pour ensuite le cloner encore et encore afin qu'il exécute ses ordres. Et ce ne sont là que ses crimes contre l'humanité. Le traitement que Belos inflige aux sorcières est pire, même après avoir découvert leur proximité avec les humains et leur absence de malveillance. Belos a quand même pris sur lui de s'emparer du pouvoir et de manipuler les îles bouillonnantes pour leur faire croire qu'il était un messager du titan, pour que tout le monde reste dans le rang et obéisse à sa volonté, enfin, à celle du titan. Ce qui fait de Belos le personnage le plus maléfique de la série, en dehors de tout le reste qu'il concerne, est lié à ce qui fait de lui un si bon méchant. Il présente de nombreux traits d'un bon méchant Disney, dont une certaine sympathie liée à la culpabilité d'avoir tué son frère. Ayant grandi dans une culture qui l'a conditionné à craindre toutes sortes de magie, et même un simple désir de retourner dans le monde des humains après avoir terminé sa chasse aux sorcières. Mais ce qui fait de lui un grand antagoniste, c'est que la série ne cherche jamais à le rendre sympathique. Belos est toujours un menteur qui manipule sorcières, demi-dieux, ou enfants humains pour atteindre ses objectifs. Il utilise les autres comme des outils et les rejette dès qu'ils ne lui servent plus, physiquement ou émotionnellement. Et c'est de sa faute. Flapjack est mort. Donc oui, c'est le plus maléfique,